Eh bien, mes téléspectateurs, nous recevons notre tout premier invité, M. Jean de Dieu Miningou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Alors, on vous appelle secrétaire national. C'est quoi la différence entre secrétaire général? Parce que tantôt, quand je lisais, je me dis finalement. Parce qu'on sait que le secrétaire général, c'est Augustin Kabouya. Je prends l'exemple du gouvernement. Le secrétaire national, c'est l'équivalent du ministre dans un gouvernement. Et le secrétaire général, Augustin Kabouya, c'est l'équivalent du premier ministre. Okay. Donc, moi, je suis à l'IDPS, ministre chargé des questions d'environnement et développement durable. La précision est détail, il faut toujours préciser pour permettre aux téléspectateurs justement de bien cerner les contours. Nous vous disons une fois de plus bienvenue sur ce plateau. On va quand même revenir sur l'actualité qui a été dominée ces derniers jours par justement l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Ça fait belle lurette qu'un pape est passé en RDC dans un contexte assez particulier, une année électorale. On parle notamment de cette guerre à l'Est qui n'en finit pas. Comment interprétez-vous ce passage du pape François? Bon, je crois que l'arrivée du pape, c'est également une bénédiction pour nous parce que on l'appelle Saint-Père. Donc, il est venu bénir également la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, c'est dans un contexte très particulier, la guerre à l'Est. C'est pourquoi le pape a appelé à la paix. Par rapport aux élections, le pape a appelé à l'amour et à l'unité de la République démocratique du Congo. Donc, je crois que ce sont les deux mots très forts ou les trois mots très forts du pape pour le peuple de la République démocratique du Congo. Nous devons travailler pour que la paix revienne dans l'ensemble du territoire national. Il a appelé également à ceux qui ont transformé la République démocratique du Congo comme un lieu où ils doivent venir puiser les ressources, de retirer leurs mains de la République démocratique du Congo pour permettre à ce pays d'aller de l'avant vers le développement. Oui, on parle justement de cette paix. Parce que quand on parle de la paix, le pape est venu prêcher la paix, on le prend sous plusieurs formes. Parce qu'il est venu non seulement en tant que pasteur, il est venu aussi en tant que chef d'État. Il sensibilise non seulement dans un volet purement spirituel où on l'appelle à la paix, et qui dit la paix, on a tendance à vouloir penser que cette paix dont parle le pape était destinée forcément pour la guerre, pour les étrangers, pour ces gens, toutes ces personnes, ou encore toutes ces nations qui attaquent la République démocratique du Congo. Alors que si on regarde bien, il a aussi évoqué cette paix tant attendue, la paix intérieure que réclament les Congolais entre nous, entre vous politiques, par exemple. On se dit finalement, est-ce que cet aspect de choses vous a échappé ou vous en tenez également compte? Non, en fait... cet aspect n'a pas été échappé et les gens, je pense que ceux qui ont très bien suivi le message du pape ont bien compris. Et il faut dire, nous devons nous aimer entre nous quand il parle de l'amour. Donc il n'y a pas de paix si les gens ne s'aiment pas. Pour construire la paix dans la durée, il faut que les gens s'aiment. C'est pourquoi le pape a parlé de l'amour, il a parlé de la paix, il a parlé de la justice. Et c'est important si nous voulons construire un État viable, un État qui se veut démocratique en République démocratique du Congo. Aussi facile à dire qu'à faire, car lorsqu'on entre dans les réalités, on prend un exemple, on prend autant d'exemples. Par exemple, je dirais, puisqu'on en parle justement, le volet président de la République, on voit ici, après le départ du pape, l'on sent que la force régionale, par exemple, dérange à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des soulèvements, la population en a finalement marre, ne sait à quel sens se vouer. Si hier c'était les Kenyans, hier l'autre côté le Burundais, les Ougandais, on se dit finalement entre-temps, le M23 sous couvert du Rwanda ne fléchit pas, continue d'avancer. Oui, je crois que la paix c'est une construction dans la durée. La paix c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, il faut construire la paix. Et c'est que la République démocratique du Congo est en train de connaître. Il y a beaucoup d'États du monde aussi qui ont connu les mêmes problèmes. Et je ne pense pas que ce soit une fatalité pour la République démocratique du Congo. Je crois que la mobilisation de notre peuple, la détermination du gouvernement de la République montre que dans les jours à venir, nous allons imposer la paix dans la partie orientale de notre pays. Les Français ont fait la guerre de 100 ans contre les Britanniques, ils ont fini par gagner la guerre. Les Américains sont partis en Afghanistan. Ils ont tenté d'occuper ce pays pendant 20 ans. Ils sont finis par partir. Donc je ne pense pas que le Rwanda, qui est notre voisin direct, pouvait venir nous imposer des choses en République démocratique du Congo. C'est quelque chose de temporel, mais finalement dans le temps, vu l'engagement et la détermination du peuple,
nous sortirons victorieux. Parce qu'en 60, les moyens que nous avions vis-à-vis du colonisateur, vis-à-vis des Belges, ce ne sont pas les mêmes moyens que nous avons aujourd'hui. Quand on voit d'abord le nombre de gens qui pouvaient savoir lire et écrire, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Mais nos grands-parents, qui étaient pratiquement pour la plupart des illettrés, ont su dire à l'homme blanc, au colon, que vous devriez quitter la République, nous avons besoin de l'intérêt. Ils sont partis en dépit des moyens militaires, en dépit des moyens économiques, en dépit de tout, ils sont partis. Donc je crois qu'à mon avis, je reste très convaincu que c'est quelque chose de temporel. La paix reviendra entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et vu d'abord notre engagement, notre détermination, pour que nous ne soyons pas esclaves de qui que ce soit, il y aura la paix dans la partie orientale de notre pays. Justement, puisqu'on parle de la population, c'est vrai, on a évoqué la question régionale, la population de l'Est aujourd'hui qui a exprimé son ras-le-bol, qui exprime son ras-le-bol à travers cette marche, je dirais spontanée, initiée justement à Goma. On a également senti, il faudrait le dire, on ne va pas se le cacher, au stade de Martyr par exemple, la jeunesse criait oui fort, scandait des chants contre le régime actuel par exemple, pour signifier que c'est la fin du mandat, alors que l'on sait que parmi les partis des jeunes, partis qui étaient sur terrain, c'est entre autres l'UDPS qui était au pouvoir aujourd'hui. Comment vous vous sentez dans cette peau par rapport à la population? Oui, en fait, il y a des éléments importants que je peux très bien expliquer par rapport au cantique ou à ce que les jeunes pouvaient chanter au niveau du stade. Ça, c'est l'effet de la foule. Donc on ne peut pas construire une réflexion sérieuse pour le développement du pays sur base des réclamations de la foule. Le pays est construit par les élites, pas par la foule. Ça, c'était une foule et qui agit sur base peut-être des humeurs, sur base des sentiments. C'est pas ça le vrai problème. Alors, la question de la paix, il faut la situer dans la durée. Et aujourd'hui, la paix en République démocratique du Congo n'est pas compromise dès le fait de l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Et la guerre date de plus de 20 ans. Ça veut dire que nous, en tant que parti, en tant qu'UDPS, Tshisekedi en tant que chef de l'État, nous avons hérité d'une situation extrêmement chaotique au niveau du pays. Mais aujourd'hui, la situation semble même s'améliorer. L'armée a été infiltrée, les services de sécurité ont été infiltrés. Bref, c'était une nation vraiment en déliquescence. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de reconstruction de tout un État qui n'a pas existé pendant plusieurs années. Il y avait d'un côté ce qu'on peut appeler vulgairement l'embargo à ce qui concerne l'achat de matériel militaire. Aujourd'hui, cette histoire n'existe pas. Donc, on est en train de restructurer les services de sécurité de la République démocratique du Congo pour construire le véritable État. Parce que sans services de sécurité, lorsque le pays se trouve en embargo, vous n'êtes pas capable d'acheter des armes, alors que votre pays est attaqué, ça veut dire que l'État n'existe pas. Mais aujourd'hui, je crois que tout ça, ça appartient à l'histoire et tous les efforts sont en train d'être fournis pour que le pays aille de l'avant. Les jeunes ont chanté au niveau du stade. On parle de la question de la pauvreté, tout le monde l'a dit. Voilà, voilà. Pas seulement les jeunes, au cours de la messe même, quand le cardinal, par exemple, s'est exprimé devant le pape, on a senti la foule qui a, je dirais, qui a exprimé une unanimité sur ce que disait par exemple le cardinal. On se dit, oui, la population, certes, réagit. Ok. Se sont concernés. Oui, en fait, je ne réponds pas à la déclaration du cardinal. Tout ce que le cardinal a dit, que la population souffre, c'est réel. On ne doit pas porter de lunettes pour voir que les gens souffrent en public. Mais je ne pense pas que dans les discours du cardinal, il voulait faire porter la responsabilité de la souffrance à Félix Tshisekedi. Je m'excuse. Pas du tout. Je m'excuse. Il a fait que s'exprimer, au fait, exprimer les réalités de la population, à chacun de tirer sa part, sa part de choses. Madame, je voudrais apporter sa part de responsabilité. Je voudrais apporter et il n'y a aucun intellectuel sérieux qui peut nous démontrer que la souffrance dont fait face le peuple congolais est due à l'avènement de Félix Tshisekedi. Non. Mais les infrastructures de base pour le développement de notre pays ont été détruites plus de 30, 40 ans avant l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. La Gécamine, qui était le fleuron de notre économie, a été détruite depuis quelle année? C'est depuis les années 80. Les mines ont été déjà remplies d'eau avec les eaux de pluie. Quand les autres sont arrivés après le départ de Mobutu, ils ont vendu les mines, la Gécamine a été décapitée. La SNCC qui assurait les transports
des minéraux du Katanga jusqu'à Ilebo, l'Onatra qui prenait les relais d'Ilebo jusqu'à Kinshasa, à partir du chemin de fer Kinshasa-Matadi, toutes ces entreprises ont été complètement décapitées avant l'avènement des faits. Alors, toutes ces personnes qui travaillaient dans ces entreprises vont se retrouver dans l'état de richesse ou dans l'état de pauvreté. Alors, comment expliquer que leur situation d'avant Félix semble être nettement meilleure qu'à l'avènement de Félix? Ça me surprendrait. Madame, ça me surprendrait. En tout cas, vous n'avez aucun élément. Nous non plus. Non, moi je vais vous démontrer des éléments qui montrent que nous sommes sur la bonne voie. Regardez, j'ai cité toutes ces entreprises qui étaient finalement la base de notre développement. Nous les avions déjà, ces entreprises ont été détruites. Dans le secteur privé, vous aviez eu des entreprises qui avaient même une renommée internationale ou africaine. Sibé Zahir, il y avait des plantations de café. C'était une très grande entreprise avec une compagnie d'aviation. Aujourd'hui, ces gens qui vendaient du café se retrouvent dans quel état? Ils doivent être des riches ou ils doivent être des pauvres? C'est Félix Tshisekedi qui a détruit Sibé Zahir. L'ISAM ici, à côté de chez vous, ici, madame, l'usine zaïroise de meubles qui appartenait à Kisombe. Il y avait des banques qui appartenaient au Congo. Toutes ces infrastructures, toutes ces bases pour notre développement ont été détruites. Donc ça veut dire que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la combinaison de tout ce que nous avions connu avant. Nous avons tout détruit et on ne peut pas dire aujourd'hui que les gens soient bien. Le travail qui doit être fait, ce que je vais aussi entendre du côté des confessions religieuses, ce que nous voulons entendre du côté des hommes politiques, c'est de dire voilà, le pays a été, nous avions détruit. Les Belges nous ont laissé quand même un pays qui avait un niveau de développement plus que l'Inde. Et nous n'avions rien fait. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui était président de la République, ce n'est pas l'IDPS qui était au pouvoir. Nous sommes venus trouver un pays en déliquescence. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est de venir, voilà, nous dire, voilà, votre approche dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, vous en tant que parti IDPS, vous en tant que gouvernement, cette approche n'est pas bonne. Voici ce que nous présentons. Mais vouloir donner l'impression que les gens souffrent dans la République démocratique du Congo, c'est le fait de l'avènement de Félix Tshisekedi de l'IDPS. Je crois que c'est une démarche contre-productive, c'est une démarche qui n'est pas réelle et qui ne peut pas être justifiée scientifiquement. Qu'est-ce qui vous manque alors pour faire passer ce message à la population? Parce qu'il semble y avoir un vide et la population semble un tout petit peu perdue, pas seulement à Kinshasa, en province également, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. On se dit finalement... Oui, c'est pourquoi j'ai accepté votre invitation pour essayer un peu d'éclairer l'opinion sur tout ce que... Parce que finalement, quand les gens disent aussi, vous avez pleinement raison, madame, lors d'une messe, lorsque les gens déclarent, voilà, les gens souffrent, ça donne l'impression que le peuple congolais souffre parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Et il faut peut-être recadrer les choses, peut-être que le message a été mal compris. C'est pourquoi nous expliquons aux gens que notre souffrance n'a pas comme origine Félix Tshisekedi, notre souffrance a comme origine la destruction du tissu économique du pays avant 10, 30, 40 ans, avant l'avènement de Félix Tshisekedi, avant l'avènement de l'Union pour la démocratie et le progrès social au pouvoir. On ne doit pas aller à l'université pour faire cette démonstration. C'est clair et c'est connu de tous. Aujourd'hui, on va parler de l'UDPS justement, puisque c'est le parti au pouvoir qui a des alliés, certes, mais c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Aujourd'hui, si on doit parler de l'UDPS, dans sa particularité, sa singularité, que vaut l'UDPS? Parce que vous étiez récemment d'ailleurs à l'intérieur du pays, précisément à Kwilu, dans le Kwilu. Je dirais, que représente l'UDPS actuellement? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que représente l'UDPS actuellement? Madame, vous savez, à la disparition d'Étienne Tshisekedi de mémoire, j'ai eu l'occasion, j'étais déjà candidat du parti en 2011 et en 2016, j'étais parmi vraiment les intellectuels du parti qui ont eu le temps de discuter avec Étienne Tshisekedi. À sa disparition, je crois que personne ne donnait la chance à l'UDPS d'accéder au pouvoir. Tout le monde disait, c'est fini, Tshisekedi est mort, il est parti avec l'UDPS. Mais c'est pour dire, comme quand vous lisez les préambules de notre parti, le père fondateur disait que nous créons ce parti, l'Union pour la démocratie et le progrès, au nom des millions de Congolais.
Et beaucoup de gens ne semblaient pas bien comprendre le grand message. Mais très vite, la jeune classe politique a repris les choses. Et contre toute attente, l'UDPS est au pouvoir. Et lorsque l'UDPS est au pouvoir, je sais que dans les contextes économiques, environnementaux, économiques nationaux et internationaux très compliqués, mais l'UDPS a su maintenir et amener le pays vers une direction qui semble être finalement la meilleure. Alors je viens de l'intérieur du pays. Il faut avouer que nous sommes peut-être sans exagération les seuls partis les mieux implantés à travers toute la République, sur lesquels on peut faire une mobilisation sans recourir à de l'argent. À l'époque, hein? Aujourd'hui, l'UDPS, c'est le seul parti. Je viens de l'intérieur du pays. Et les populations ont été mobilisées pour écouter les messages que j'ai amenés, pour sensibiliser les gens à l'enrôlement, et également à tout ce qui peut se faire au niveau de l'élection 2023. Le peuple a été mobilisé sans argent. C'est pour dire que l'UDPS, c'est le parti de l'avenir, c'est le parti qui peut aujourd'hui donner de l'espoir à notre pays. Voilà les foules que vous voyez là-bas. C'est sans argent, madame. Hein? Vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les gens vous suivent tout simplement parce que vous êtes au pouvoir? Et en parlant des calculs politiques, les gens se disent forcément, puisque c'est un deuxième mandat du chef de l'État, c'est qui est sûr, c'est qu'il va forcément passer parce qu'on connaît les pays africains, comment ça fonctionne. Donc, on a intérêt plus à se rallier à l'UDPS ou encore à l'Union sacrée. Et finalement, on va se décider 5 ans après. Mais vous voyez les foules qu'on a mobilisées là-bas. Je ne suis pas ministre. Vous avez déjà les images. Vous avez le label UDPS. Oui, mais oui, c'est l'UDPS, c'est le pouvoir. Mais nous ne sommes pas les premiers à être au pouvoir, les autres ont été au pouvoir. Ils ont été aussi suivis mais comme ça. Mais ils n'ont pas mobilisé les gens comme ça. Ils ont été suivis les quelques comme personnes, quand ils ont eu l'État à mobiliser, c'est en distribuant de l'argent à la population. Mais ici, c'est une mobilisation spontanée de la population qui croit au leadership de l'UDPS, qui croit à la vision de notre parti pour amener ces grands pays que nos ancêtres nous ont légués vers le progrès véritable. C'est ça que vous êtes en train de voir, madame. Alors, quel message a été lancé sur le terrain? Vous dites? Le message, c'est toujours le processus. Le message que j'ai amené auprès de la population pendant ce que j'ai appelé la campagne de sensibilisation sur l'enrôlement, c'était exactement d'appeler le peuple à s'enrôler. Parce que l'enrôlement va permettre à la population de détenir ce qu'on appelle la carte d'électeur. En attendant la carte d'identité, ça peut vous aider à faire d'autres choses. Et aussi, ça vous permet de participer à la vie nationale parce qu'en décembre, on va élire le chef de l'État, mais on va élire également les députés nationaux. C'est pourquoi j'ai profité de ma présence en tant que secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, d'appeler également le peuple à se faire enrôler pour voter en 2023, en décembre, Félix Tshisekedi, président de la République, et moi-même, dans ma circonscription, comme député national. Des sources sûres semblent parler d'un certain 11 février prochain pour le compte de l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est le stade de martyr pour être confirmé, un peu comme Fally Ipupa, un peu comme Héritier Watanabe, un peu comme le pape et tout. Après le pape, finalement, l'Union sacrée se dit, bon, nous aussi, on va remplir le stade de martyr incessamment. Non, je crois qu'en fait, il y a ça relève de la compétence de la CENI pour dire à quelle date exactement, mais je crois que... Mais c'est dans un avenir proche. Ce qui est très important, c'est que les élections se réalisent dans des conditions acceptables pour que le résultat ne puisse pas être contesté. C'est ça qui est très important pour nous. Mais le délai constitutionnel sera respecté, même s'il y a un petit report, c'est pour permettre à ce que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Parce que le plus important, c'est que le processus soit très bien organisé et que le résultat qui sortiront de ces processus ne soit pas contesté par beaucoup de gens. Mais tel que je sais que la contestation n'est pas seulement l'œuvre des Congolais. Vous avez vu aux États-Unis, après l'élection de Joe Biden, le camp de Trump a contesté. Vous savez, les Américains ont fait les élections pendant combien d'années? Ce n'est pas la République démocratique du Congo avec 3 cycles électoraux que les gens ne doivent pas connaître. Mais le plus important pour nous, c'est que les acquis de la démocratie soient consolidés. C'est-à-dire après 5 ans qu'on organise les élections, les mandats du président de la République, c'est 5 ans une fois renouvelable, vous partez. Ça, c'est pour nous les acquis. Le reste, la question de la transparence totale des élections, c'est une question qui concerne tous les États du monde, que ce soit la France. J'ai suivi François Hollande
après les votes, quand bien même il est programmé, il doute des résultats. Il dit non, je ne peux pas avoir 62% quand j'ai vu les gens qui montent. Donc la question de la transparence, c'est une question qui concerne tous les États du monde. Mais le plus important, c'est que les jeux se fassent de façon acceptable pour permettre à la société de... Et c'est ça que les Congolais et les Africains doivent comprendre, que le parfait sur cette terre n'existe pas. Même dans les sociétés les plus, ce que nous considérons les plus démocratiques, les États-Unis, la France, les gens contestent les résultats. Un dernier mot? Oui. Alors, je vous accorde la parole. Voilà. Donc, c'est ça que je disais. Sur ce qu'on entend par le processus électoral, j'ai constaté, par exemple, là où je suis allé faire la campagne de sensibilisation, je vois plus de 60% des gens qui se sont déjà fait enrôler. Et ça, c'est hyper important pour nous. Alors, qu'il y a quelques difficultés liées au fonctionnement des machines, mais ça, c'est pas un problème. Mais il y a la CENI qui vient souvent très rapidement pour apporter des réponses claires pour que les machines soient opérationnelles et que les gens puissent s'enrôler. Je crois qu'avec les délais supplémentaires que la CENI a accordés, et je crois que nous aurons au moins près de 99, pour ne pas exagérer, 100%, des électeurs attendus qui se sont finalement fait enrôler à travers... Oui, des électeurs, oui, mais avec quelle priorité? Idiofa a quelle priorité aujourd'hui? Avec quelle priorité pour Idiofa, par exemple? Par rapport à quoi? Oui, il est réalité sur terrain, parce que la population, certes, vote, oui. Très bien. Mais voter pour, ça, pour s'attendre à des choses. C'est super, madame. En fait, vous voulez parler de quoi? Quel est le bilan, le résultat? Les gens vont aller au vote et finalement. Oui, ça, c'est hyper important. C'est vrai que quand vous êtes ici à Kinshasa, vous avez l'impression que la République démocratique du Congo, c'est limite derrière votre maison. Et vous avez peut-être l'impression que la République, c'est votre avenir, la République, c'est votre quartier. Et je viens de l'intérieur du pays, dans le cadre du programme local de développement des 145 territoires. Je voudrais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de réalisations. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des avancées très significatives. Et vous êtes par exemple dans les territoires du Diofa, là où je venais, et les bâtiments administratifs datent de l'époque coloniale. À l'époque du PPRD, ils ont fait la pose de beaucoup de pierres. Finalement, rien n'a été construit. Mais dans le cadre du programme local de développement des 145 territoires, les bâtiments sont... Dans mon propre village, il y a une école qui se construit. Partout où je suis passé. Vous avez des secteurs où on ne peut même pas trouver une école en matériaux durables. Mais grâce au programme local de développement des 145 territoires, vous avez des écoles en matériaux durables qui sont... Parce que les délais, c'est 6 mois d'ici. Je crois que le mois de septembre, tout sera déjà fait. Et je crois que le pays est en train de s'engager sur la bonne voie. Quand on voyait même les routes des desserts agricoles, parce qu'on a prévu ça dans le cadre du programme local des 145 territoires, et les travaux de cantonnage ont déjà commencé dans beaucoup d'endroits et de la province là où je viens. Donc, nous avons l'espoir que le pays est en train de se mettre sur la bonne voie. Et avec l'engagement et avec la volonté de tout notre peuple, je crois que la République démocratique du Congo d'aujourd'hui ne sera plus celle de demain. Ça sera un pays où les choses vont aller dans le bon sens. Nous espérons en tout cas, M. Jean de Dieu Minengu, grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur et secrétaire national au sein de l'UDPS Tshisekedi en charge de l'environnement et du développement. Merci beaucoup, madame. Eh bien, mes téléspectateurs, avec vous, on continue cette fois-ci sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Et oui, le ras-le-bol de la population de Goma. On en parle avec Justin Bahati.